Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Merci de vous installer. Dans plusieurs pays, notamment au Bénin, de plus en plus de mariages finissent par un divorce, ce qui malheureusement est une situation difficile à accepter pour l'enfant parce que la séparation des parents peuvent provoquer donc un frein sur l'éducation de ses enfants. Séparation des parents, comment gérer l'éducation des enfants, c'est le thème du jour. Et pour en parler, nous recevons Madame Sebapo Michel Ange. Elle est psychologue clinicienne. On l'installe juste après ceci. Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner. Bonjour Michel, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Les mariages sont rompus de plus en plus tôt. Cette rupture peut survenir à tout moment dans la vie du couple. Elle peut survenir l'année qui suit le mariage ou des années après le mariage. Quelles sont les causes du divorce ? Les causes du divorce, elles sont multiples. Partant de l'infidélité, en passant par des difficultés financières, des problèmes familiaux, le manque d'objectivité et la difficulté de regarder dans la même direction en allant maintenant se terminer par les violences conjugales, etc., etc. Et qu'est-ce que les parents séparés doivent faire pour éviter les désaccords entre eux ? Pour éviter les désaccords entre eux, les parents séparés devaient avoir une communication positive. Les parents devaient en fait créer un lien autre que celui de l'époux qu'ils étaient avant, mais un lien plutôt de coparentalité pour pouvoir aider l'enfant à supporter cette séparation. Quand je parle de coparentalité, c'est que les deux parents doivent normalement considérer l'enfant comme le produit issu d'un amour auparavant et toujours garder cet amour pour cet enfant. Montrer à cet enfant que certes, on n'est plus ensemble, mais que l'amour et la relation père ou mère-enfant demeurent toujours. Et pour l'intérêt supérieur de cet enfant, il devait avoir des conciliations, voire même des médiations pour pouvoir avoir toujours le même langage des deux côtés afin que l'enfant puisse aboutir à un bien-être. Okay. Après la séparation des parents,
Certains enfants sont laissés à eux-mêmes, d'autres sont tantôt chez le père ou chez le mère, chez les mères donc, ce qui peut être un facteur de risque pour l'éducation de l'enfant. Comment est-ce que les parents doivent s'arranger pour gérer l'éducation des enfants après séparation? Je viens de le dire tantôt que les parents, normalement, ils ont en fait ce devoir de faire la différence entre parents et époux. La rupture s'est faite du niveau du versant époux. Il reste maintenant le versant parent. Le père comme la mère a déjà des obligations face à cet enfant. Et donc, ne pas tirer le drap de son côté. Ne pas considérer l'enfant comme étant un bouc émissaire. Il faut le respect mutuel entre les deux parents. Il ne faudrait pas que l'enfant devienne un coursier qui ira de ce côté charger une commission où l'autre parent est en train de dévaloriser le parent de sexe opposé en présence de l'enfant. Je le disais tantôt, donc essayer d'avoir un respect mutuel l'un pour l'autre, ne pas considérer l'enfant comme étant un bouc émissaire et ne pas obliger l'enfant à faire un choix entre les deux parents. Et quel impact la séparation parentale a-t-elle sur le devenir de ces enfants? Voilà. Quand nous parlons de séparation, nous parlons en fait d'une rupture de la relation conjugale. Et l'enfant, autrefois, était moulé dans une cellule familiale. Et il se trouve que cette cellule se disloque. Et ça crée en fait beaucoup de difficultés, beaucoup je dirais, les impacts sont beaucoup plus négatifs que positifs. Et quand nous prenons le volet négatif, quand nous considérons le niveau scolaire, l'environnement scolaire de l'enfant, déjà à ce niveau, on peut avoir des conséquences telles que la baisse d'un rendement scolaire ou dans le même temps, avoir un enfant qui s'accroche de façon exagérée à ses études. Souvent, les enfants le font pour rendre heureux les parents. Ils ne se concentrent plus, ils ne travaillent plus pour eux-mêmes, mais juste pour épater les parents. Peut-être qu'en le faisant, ils peuvent toujours revenir ensemble. Donc, c'est aussi un cas de figure. Et ça, c'est sur le plan scolaire. Quand je prends le volet psychologique, la séparation peut créer chez un enfant un souci dans l'établissement de son identité ou de sa personnalité, de ses traits de caractère. Donc, on peut avoir ce volet. On peut avoir également une détresse psychologique chez cet enfant. On peut avoir une instabilité émotionnelle où on peut passer de la tristesse à la colère et à la peur. Donc, les diverses émotions peuvent se mélanger au niveau de cet enfant. Je pense que sur ça, c'est sur le plan psychologique. Oui. Et si je prends le niveau social, des enfants qui subissent une séparation, quand la séparation est déjà bien annoncée par une communication positive des deux côtés, on peut déjà avoir un résultat assez, je ne dirais pas positif, mais quand même assez bien, quoi. Maintenant, quand cette communication n'est pas faite, on peut avoir des enfants qui déjà, par manque de confiance, parce que ça crée déjà chez un enfant le manque de confiance en soi et le manque de confiance en l'adulte.
l'adulte qui était représenté par ses parents, en qui il ne peut plus avoir confiance parce qu'ils l'ont déçu. Donc le manque de confiance là peut se répercuter sur d'autres adultes et même sur ses pairs. Donc l'enfant n'aura plus assez confiance en lui et même avoir confiance en ses proches. L'enfant, du point de vue social, peut également, surtout quand c'est des adolescents et quand la communication n'est pas bien faite, l'enfant peut se tourner vers des conduites à risque. Par exemple, la toxicomanie, l'alcoolisme, le vol, etc. Et quand à ce niveau, ça n'a pas été pris en charge, on peut encore aller plus loin, voire commettre des délits et même des crimes. Donc, des viols et tout. Donc, on peut avoir tout ça quand il y a une séparation et qu'elle a été mal gérée au niveau des parents. Okay. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des impacts négatifs et des impacts positifs. Et tout à l'heure, vous venez de nous donner les impacts négatifs. Et quels sont donc les impacts positifs? Dans la positivité, quand le dialogue est bien établi, nous avons un enfant qui est stable émotionnellement, un enfant qui a un regain de confiance en lui-même, un enfant qui fait confiance en ses parents parce qu'il sait que mon père est là, il m'écoute et ma mère aussi est là. Et que les deux parlent toujours le même langage. L'enfant n'est pas embrouillé. Et donc quand c'est comme ça, c'est un point positif. Avec ces sentiments, l'enfant, il va vers de l'avant. Il se découvre parce qu'il sait que quand il a des soucis, il peut se confier à tel et avoir des solutions ou à l'autre parent également. Et ce sera la même chose dans les deux camps. Face à cette situation difficile de la vie qu'est la séparation des parents, plusieurs enfants à un moment donné commencent à adopter certains comportements négatifs. Vous venez donc de citer les impacts négatifs, mais est-ce que vous pouvez également nous citer quelques comportements négatifs que ces enfants adoptent? Oui, il y en a beaucoup. On peut parler des cas de dépression. La dépression, elle se voit beaucoup plus rapidement chez certains enfants. Donc on peut voir des cas de dépression, pardon. Il peut y avoir des cas d'anxiété généralisée où l'enfant est anxieux. Il est tellement anxieux que se séparer du parent, même arriver devant l'école, ça s'observe souvent chez les enfants qui sont au cours élémentaire. Donc, souvent, quand c'est les deux parents qui avaient l'habitude de l'amener devant l'école, et il se fait que cette semaine, c'est le papa, ou que l'autre semaine, et que l'autre semaine, c'est la maman. À des moments donnés, arrivé devant l'école, l'enfant peut refuser même d'entrer dans l'école parce qu'il ne veut pas se séparer de ce parent qui l'a amené. C'est dans cela qu'on parle d'anxiété généralisée. Donc, il peut y avoir des crises de larmes, de colère, et puis crier tellement fort comme si on lui avait fait quelque chose alors que c'est la séparation qui en est la cause. On peut avoir des cas de troubles du comportement chez certains enfants. On peut avoir des cas de troubles du sommeil chez l'enfant. L'enfant peut faire des cauchemars, peut se mettre à crier la nuit. Vous voyez, donc il y a des troubles du sommeil. Il peut également avoir des troubles de l'alimentation. Un enfant qui constate que mes parents ne sont plus ensemble peut décider de faire la grève de la faim. Oui, peut décider de ne pas manger tant que vous n'allez pas vous remettre ensemble. Et donc, ça peut causer chez lui de l'anorexie. Et c'est des comportements qu'il faut traiter pour ne pas aller vers des fins dramatiques. Okay. Donc, voilà quelques comportements qu'on peut observer. Okay. Dans la cité, c'est-à-dire dans notre société, nous avons croisé un citoyen qui a accepté de faire un témoignage. Il a accepté de nous dire ce qu'il a vécu quand ses parents se sont séparés. Avec la permission technique de Tibus Récrénon, nous allons écouter ce témoignage. Salut, moi c'est Désiré, étudiant à l'université de Montréal.
Je suis le fils aîné de mes parents. Bon, lorsque mes parents se sont séparés, j'avais 15 ans. Bon, avant que mes se séparent, j'avais remarqué qu'ils ne s'entendaient pas, quoi. À un moment donné, ils ne s'entendaient pas, la communication n'était pas... Bon, ils se communiquaient presque pas, quoi. Juste la les salutations matinales. Le soir, c'était tendu à la maison, quoi. Moi, il ne faut pas se créer dessus, tu vois. Et c'était comme ça tous les jours, presque tous les jours, mais au moins 3 à 4 fois par la semaine, c'était comme ça, quoi. Bon, en tant qu'ado, j'étais vraiment livré à moi-même. Vraiment livré à moi-même. Je me sentais seul, vraiment seul. Genre, j'ai commencé à traîner tard avec les potes. Bon, faire ce qui me plaisait, quoi. Sans restriction, sans contrôle. C'est que mon daron n'est jamais là pour me contrôler, genre. Bon, j'étais vraiment livré à moi-même. En ce qui concerne les difficultés que j'ai rencontrées, bon, surtout au niveau des tâches ménagères, j'avais pas à m'en sortir, quoi. Bon, tous les matins se lever, faire tout ça, faire les travaux domestiques avant d'aller au cours, rentrer le soir, préparer, cuisiner, tout ceci, ça affectait vraiment mon rendement à l'école, genre, j'étais devenu un peu colérique, très nerveux et vraiment timide, quoi. Ça a beaucoup affecté, comme ça a beaucoup affecté. Bon, avec le temps, tout est entré dans l'ordre, hein. Dans l'autre. Même si ça m'a vraiment affecté, vraiment affecté. Après écoute du témoignage, quelle est votre réaction? Il s'agit en fait d'un adolescent qui a vécu toute la scène avant jusqu'à la séparation. Ce qui ne devait pas être fait, c'était toutes ces scènes de ménage devant cet enfant. L'enfant ne devait pas être au courant des disputes fréquentes, des sautes d'humeur et autres. Et donc, cet enfant, il a expliqué qu'il commençait à traîner avec des potes. Oui. Parce que c'est avec les amis qu'il a commencé à se sentir bien. Il n'a plus le sentiment de sécurité à la maison. Normalement, je devais me sentir protégée par 2 êtres, mais qui ont décidé de se chamailler tout le temps et avec de violentes disputes qui même laissent à tout vent tout ce qui est corvée à la maison. Et puis, bon, je ne dirais pas que l'enfant ne devait pas s'occuper de ça, mais vous voyez que ça le fatigue. C'est lui qui s'occupe de tout. Parce que personne ne tient compte de sa présence et personne ne s'est demandé comment est-ce que lui, il percevait tout ce qui se passe. Il a même dit qu'il faisait ses travaux domestiques-là avant d'aller à l'école et que c'est ce qui l'amenait à être timide, à être colérique. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé des enfants qui peuvent carrément se replier sur eux-mêmes. Voilà un cas. Lui, normalement, bon, c'est pourquoi je disais que ça dépend en fait de la structure de la personnalité de chaque enfant. Et voilà cet enfant, lui, qui va à l'école, qui est timide et qui ne s'extériorise pas. Avec les amis, il va commencer à le faire. Et peut-être ses amis vont commencer à lui donner des conseils. Et quel genre de conseils? Des mauvais conseils? Parce que souvent, entre amis et souvent ados, c'est toujours des choses un peu malsaines. Oui. Vous voyez? Donc, c'est un cas de figure qu'on peut considérer effectivement comme conséquence de séparation. D'accord. Vous êtes psychologue et est-ce qu'il arrive parfois que des parents qui se séparent comme ça, est-ce qu'il arrive que des enfants dont leurs parents se sont séparés viennent se faire consulter vers vous, les psychologues? Si oui, racontez-nous un cas. D'accord. Un enfant ne peut pas venir seul en consultation pour se faire consulter. Oui. Il faut toujours le consentement éclairé d'un parent. Okay. Et donc, je n'ai pas reçu un enfant seul en consultation, mais je pourrais dire que j'ai reçu un enfant, mais venu avec sa mère, parce que le comportement de cet enfant à l'école devenait un peu osé par rapport à son âge. Et cet enfant a de fréquentes prises de bec avec ses amis, parce que l'enfant a développé une certaine agressivité et par rapport au respect envers son apprenante, le respect a un peu
biaisé parce que il faut déjà commencer à dire que c'est une fille de 5 ans et qui ne vit pas avec les deux parents, mais qui vit avec sa mère. Le père est carrément absent. Étant donné que le père est absent, la petite là passe par une étape importante dans le développement, dans le développement de l'enfant. Et c'est cette période que nous appelons la période oedipienne. Et pendant la période oedipienne, l'enfant s'identifie aux parents de même sexe pour s'attirer la faveur du parent du sexe opposé. Donc l'enfant entre en rivalité, si c'est une fille, entre en rivalité avec sa mère pour s'attirer les faveurs de son père. Et quand les deux parents sont ensemble, c'est là que vous verrez des petites filles faire des câlins à leur père et lui dire que tu es mon mari, je vais t'épouser quand je serai grande. Et le papa qui devait normalement dire je suis le mari à ta maman et toi quand tu seras grande, tu vas trouver ton mari. Mais il s'est fait que l'image là n'est pas présente chez cette petite et pour l'instant la mère n'a pas encore trouvé une figure paternelle pour cet enfant et donc certains comportements commencent déjà à se démontrer. Agressivité, on sait tous que le père est un symbole d'autorité et donc comme il n'y a pas un symbole d'autorité, l'enfant il fait tout ce qui lui plaît, vous voyez, non? Et sans se faire réprimander parce que quand la mère réprimande, ce n'est pas assez fort. Oui. Mais quand le père martèle, oui, on sent que oui, il y a quelqu'un et puis je risque d'être puni. Donc, ce sentiment n'est pas là. Et donc, l'enfant à l'école développe de ces comportements. Mais malheureusement, l'école n'en tient pas trop compte et au contraire, maintient cet enfant dans la catégorie des enfants qui sont pagailleurs ou bien des enfants récalcitrants, voilà. Donc, j'ai déjà reçu un cas pareil et on y a quand même travaillé. C'est vrai que ça s'améliore. Ça s'améliore et c'est en fait pour construire un adulte, même si cet adulte demain n'est pas aussi à 100% accompli, au moins qu'il y ait moins de séquelles. C'est pourquoi la présence des psychologues ou la présence d'un professionnel de soins en santé mentale demeure capitale quand il y a des situations de divorce ou de séparation. D'accord. Et est-ce que ces comportements négatifs-là que nous avons cités, est-ce que ces comportements négatifs varient selon l'âge de l'enfant? Oui, je peux dire que ça varie selon l'âge de l'enfant parce que, étant petit, quand vous expliquez à un enfant qu'on se sépare parce que il y a un cas d'infidélité, est-ce que l'enfant peut comprendre ça? Non. Quand c'est un enfant de 5 ans, on ne peut pas lui expliquer ça. C'est pourquoi, chez les enfants, on ne dit pas tout. Mais quand c'est un adolescent, vous ne pouvez pas dire non plus qu'il y a un cas d'infidélité, mais il va vous harceler de questions. Et c'est à vous de savoir quoi dire. Parce que la séparation, elle est déjà effective et c'est une décision qui a déjà été mûrie des deux côtés. Et donc, essayez de savoir comment informer les enfants. Les plus petits, on n'a pas besoin d'en dire trop, mais il suffit de dire que papa et maman ne seront plus ensemble, mais ils seront toujours à l'écoute. Et tu iras pendant les grandes vacances ou les congés chez papa, et pendant l'année scolaire, tu seras avec maman, et donc tu seras entre papa et maman. De l'autre côté, papa il vit avec une autre maman, tu as aussi des petits frères. Donc, on peut déjà préparer l'enfant à déjà accepter que j'ai une maison là-bas et j'ai une maison ici. Vous voyez? Et ça, c'est beaucoup plus gérable avec les petits-enfants. Mais quand c'est les adolescents, c'est encore un peu plus compliqué. Voilà, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, à eux, il faut dire les choses, même pas telles qu'elles sont, mais essayer de ramollir encore un peu. Quand bien même, ils savent ce qui se passe, mais
ça dépend des situations, des causes en fait de cette séparation. Parce que l'infidélité, elle est une cause vraiment irréfutable. Quand c'est des problèmes par exemple, des problèmes familiaux ou des problèmes de divergence d'opinion. Il y a également les problèmes financiers. Les problèmes financiers, voilà. Bon, on peut quand même essayer de brosser, mais pas en profondeur, mais le rassurer et lui dire que, quelle que soit la situation, c'est vrai que ce que tu veux, tu ne pourras plus l'avoir parce qu'on a déjà décidé ainsi, mais quelle que soit la situation, nous sommes là, nous t'épaulerons parce qu'il faut toujours viser l'intérêt supérieur de l'enfant. Okay. Et parfois, on constate qu'il y a des parents, c'est-à-dire le papa, il monte l'enfant contre la maman, elle monte l'enfant contre le papa. Est-ce que c'est une bonne chose? Effectivement, on a ces cas de figure et ce n'est pas une bonne chose parce que l'enfant est utilisé par les deux parents. On le considère là comme un bouc émissaire ou comme un coursier qui ira rapporter à l'autre parent que telle chose s'est produite ici et puis maman a dit que tu es ci, tu es ça, ou bien que papa t'a traité de ci et de ça. Et l'enfant, quand il commence à s'amuser avec vous comme ça, il s'y plaît et il voit que le langage n'est pas le même partout. Et là, lui, il peut se servir de ça et commencer à entre griffes, déconner, quoi, vous voyez. Il peut en profiter et puis dire que je vais chez maman et il ne va pas là-bas parce qu'il sait que le père n'aura jamais le courage d'appeler maman pour demander si effectivement elle est là. Et là, il est avec les amis et puis c'est déjà les comportements à risque qui commencent comme ça. Et c'est la même chose du côté du papa. Donc, il faut souvent que le langage soit le même, quand bien même les deux ne sont plus ensemble. Il faut que le langage soit le même. Il faut que quand l'enfant est chez son père et qu'il y a déjà certaines situations et puis le père dit non, ça ne peut pas se passer ainsi. Il faut que, arrivé à la maison, quand l'enfant propose encore de pareilles choses à sa mère, que la mère également, déjà en conciliation avec le père, parle le même langage. Il faut ça. Il faut un respect mutuel entre les deux. Parce qu'on n'est plus ensemble, certes, mais on n'est quand même pas des ennemis. Parce qu'on a déjà des êtres qui sont nés d'un amour qu'on a ressenti auparavant. Donc, cet enfant ne devait pas être source de problèmes. Au contraire, essayer encore de garder les parents dans une dynamique en tout cas dans une bonne dynamique. Une bonne dynamique. Comment aider les enfants à mieux vivre la séparation des parents? Comment il faut les aider? Comment aider les enfants? J'ai parlé tantôt de la communication ouverte. Oui. Il faut que les parents communiquent. C'est en fait la clé de la réussite d'une séparation. Il faut une bonne communication. Il faut qu'on se respecte. Il faut un plan de coparentalité. Il faut que les parents évitent de se dévaloriser et évitent également les désaccords. Parce que, est-ce qu'on va dire qu'il n'y aura pas de désaccord? Non, il y en aura toujours. Mais éviter d'étaler ces désaccords devant les enfants. Ou bien éviter que les enfants soient au courant de ces désaccords. Donc, je pense que l'école, nous savons tous que l'école constitue également un facteur très important dans l'éducation de nos enfants. Est-ce que l'école n'a-t-elle pas sa place dans l'éducation des enfants dont leurs parents sont séparés? D'après mes expériences, j'ai constaté qu'en fait, l'école ne tient pas compte de l'effet de la séparation des parents sur les enfants. Est-ce qu'il y a même la présence de psychologues scolaires dans les écoles? Non. Comment est-ce que ces apprenants peuvent savoir que cet enfant a des difficultés ou a des troubles du comportement
et qui sont causées par des séparations. Non. L'école, en fait, n'est pas aussi soucieuse de ces problèmes que nous rencontrons. Et je pense qu'il faut que nous fassions une certaine sensibilisation sur ce point pour que les directeurs d'école commencent à prendre en compte ce volet. Quand un enfant est peut-être récalcitrant, quand un enfant développe des attitudes un peu agressives, ou bien quand un enfant se montre grossier envers ses camarades, appeler les parents de cet enfant et puis commencer à faire de petites enquêtes sociales pour voir réellement comment est-ce que cela se passe dans le milieu familial et maintenant le rapporter au milieu scolaire. Donc il ne faut pas les punir, il ne faut pas les traiter de pagailleurs, il ne faut pas les traiter d'élèves, on les appelle souvent les éléments perturbateurs. Donc il ne faut pas faire comme ça, il faut plutôt faire des enquêtes et tout. L'école n'a pas cette patience, vous voyez. L'école n'a pas cette patience et le fait d'étiqueter un enfant ou de l'appeler élément perturbateur, ça renforce déjà cet enfant. Il sait que on m'appelle élément perturbateur, donc je perturbe encore. Je dois perturber encore et donc c'est ma force, vous savez, parce que l'enfant veut se faire voir, il veut qu'on le remarquer parce que lui, il a des problèmes, mais il veut se faire remarquer de façon négative, vous voyez. L'enfant se fait remarquer de façon négative et ce n'est pas pour autant qu'on devait l'appeler élément perturbateur ou bien pagailleur et tout, non. Donc, la bonne méthode serait d'appeler cet enfant, de lui demander comment cela se passe à la maison, où sont ses parents, qui sont ses parents, est-ce qu'il vit avec ses parents ou avec une tierce personne, et c'est de là que vous comprendrez les problèmes que l'enfant il génère à l'école. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? D'accord. Bon, je pourrais dire que la séparation, en fait, est cause de souffrance, est source, je dirais, de souffrance pour les enfants qui en sont victimes. Et pour pallier à cet état de choses, la première des choses, c'est d'abord privilégier la communication entre les parents, montrer toujours de l'amour comme il se doit à l'enfant, les activités qu'on faisait autrefois avec lui, que ces activités ne s'arrêtent pas. Quand vous avez l'habitude de l'amener, par exemple, à son cours d'art martial, il faut que cela continue, que les horaires soient respectés pour que les deux parents ne se fâchent pas davantage. Et pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Oui, pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Et enfin, à chaque enfant victime de séparation, il faut un suivi psychologique adéquat pour avoir une personne stable physiquement et mentale demain. Merci. Merci à vous d'être passé dans notre studio. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant, séparation des parents, comment gérer l'éducation des enfants. C'était le thème de ce jour. Et pour en parler, nous avons reçu Madame Sebapo Michel Ange. Elle est psychologue clinicienne. Tibus Arereno a assuré la mise en onde de cette émission. À ce micro, je suis restée Nadirat Bio-Kerege. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.